Bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui sont venus nous rejoindre. Et a priori, vous êtes déjà nombreux pour traiter de ce sujet, les traitements de demain. Je suis ravie de recevoir le docteur Antoine Racine, qui est gastro-entérologue au Kremlin-Bicêtre et à l'hôpital privé d'Antony. Et puis surtout, je suis ravie parce que vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions autour de cette thématique. Donc, on restera bien sûr sur la thématique de la question des traitements. On essaiera de ne pas faire de consultation en ligne. Hein. Le docteur Antoine Racine n'est pas là pour faire une consultation, mais pour répondre à des questions d'ordre général sur les nouveaux traitements. Et puis, tout de suite, on pourra, vous verrez en fait sur les onglets, vous avez un onglet chat, donc vous pouvez déjà discuter avec les différents participants. Vous avez un onglet questions, vous posez vos questions, et puis tout de suite, on va lancer un premier sondage. On aimerait savoir en fait si vous parlez des nouveaux traitements ou des traitements de demain avec votre gastro-entérologue. Parlez-vous des traitements de demain avec votre gastro-entérologue? Oui, non, répondez à la question. Et en attendant, bien, je laisse la parole au docteur Antoine Racine sur les nouveaux traitements. Merci beaucoup. Membre de l'équipe de l'association François Aupetit pour cette initiative, qui a pour but bien sûr toujours d'apporter une information la plus actualisée et puis la plus abordable dans le champ des Mickey. Donc les traitements de demain. Le plan de ma présentation, une petite introduction sur les mécanismes d'action, les principaux traitements actuels, les anti-TNF, les autres voies actuelles qui sont déjà accessibles, puis les molécules innovantes en développement, puis un dernier petit mot sur la transplantation du microbiote fécal. Donc, cette diapo, elle semble compliquée comme ça, mais l'idée, c'est de faire simple. En termes de, sur la gauche, vous voyez les différents acteurs de l'inflammation intestinale chez un patient sain qui n'a pas d'inflammation de l'intestin. Il y a différents acteurs qui aboutissent normalement à une situation d'équilibre entre le microbiote intestinal, la flore intestinale. C'est l'ensemble des bactéries, des micro-organismes de la flore intestinale. Bien sûr, les composés alimentaires. Il y a un équilibre entre donc le contenu de la lumière intestinale avec la barrière intestinale, avec les cellules épithéliales de l'intestin, les cellules sécrétrices de mucus, qui ont vraiment un rôle de barrière entre la lumière et l'intestin. Puis les cellules de l'immunité, l'immunité qu'on appelle l'immunité innée, l'immunité adaptative, l'immunité innée plutôt avec des cellules macrophagiques et l'immunité adaptative avec principalement les lymphocytes et des molécules inflammatoires. Pour faire simple, on voit qu'il y a normalement un équilibre entre ces différents partenaires, différents éléments. Cet équilibre, il y a une rupture de la tolérance au cours des maladies inflammatoires de l'intestin qui aboutit à une inflammation, rupture d'équilibre entre le microbiote intestinal, la barrière intestinale qui est trop perméable, et puis une cascade inflammatoire qui implique les macrophages, puis principalement les lymphocytes et lymphocytes T, et de nombreuses molécules inflammatoires dont vous avez entendu parler, les interleukines, le TNF-alpha et d'autres marqueurs inflammatoires. Le but des traitements des Mickey, bien sûr, c'est de traiter cette inflammation intestinale et pour rebasculer vers une situation de cicatrisation des lésions intestinales et de résolution de l'inflammation. Oui, donc le but des traitements des Mickey est de restaurer cet état d'équilibre entre les différents éléments en ciblant et les molécules inflammatoires. Donc, les traitements actuels des Mickey donc, sont des traitements uniquement suspensifs. Ça veut dire qu'ils mettent la maladie au repos, mais malheureusement, ils ne guérissent pas de manière définitive la maladie. Alors, je vais revenir assez rapidement, bien sûr, sur les différents traitements. Les traitements d'induction qui ont une action rapide au cours des poussées. Les traitements d'entretien qui ont un effet un peu plus à long terme pour prévenir la survenue de nouvelles poussées. Et puis, bien sûr, des indications spécifiques dans la maladie de Crohn ou dans la rectocolite hémorragique. Les corticostéroïdes qui ont une efficacité rapide dans le traitement d'induction des poussées. On évite ce traitement en entretien du fait des effets secondaires potentiels. Bien sûr, l'efficacité est identique dans le Crohn et la rectocolite hémorragique.
On a la famille des salicylées, qui est un traitement d'induction et d'entretien dans les formes modérées, mineures, principalement de rectocolite hémorragique, mais aussi de maladie de Crohn avec une atteinte du côlon. On entre dans la classe des immunosuppresseurs avec l'éthiopurine, azathioprine, purinétol, qui sont des traitements d'entretien, puisqu'ils ont un délai d'action relativement long, donc qui ne permettent pas de traiter rapidement une poussée, mais plutôt un traitement d'entretien, aussi bien dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique. Pour reprendre donc les traitements de fond immunosuppresseurs qui sont des traitements d'entretien, l'éthiopurine, aussi bien dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, le méthotrexate, un antimétabolite, qui est un traitement d'entretien qui a un délai d'action long, principalement dans le Crohn, mais des données aussi suggèrent une efficacité dans la rectocolite hémorragique. La grande classe, bien évidemment, des anti-TNF qui ont l'avantage d'avoir une action rapide, donc un traitement d'induction et un traitement d'entretien, aussi bien dans le Crohn que la rectocolite hémorragique. L'infliximab par voie intraveineuse et ses biosimilaires, voilà. L'adalimumab par voie sous-cutanée. D'autres anti-TNF par voie sous-cutanée, le golimumab, principalement dans la rectocolite hémorragique, et le certolizumab dans la maladie de Crohn. Une autre classe plus récente, le vedolizumab, un anti-intégrine, je vais revenir sur ses mécanismes d'action, aussi bien dans la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et puis l'ustekinumab, anti-IL-12, IL-23, dans la maladie de Crohn, traitement d'induction et d'entretien, et des données récentes suggèrent également une efficacité dans la rectocolite hémorragique. Donc la grande classe des anti-TNF qui a vraiment apporté une révolution dans le traitement des maladies inflammatoires depuis les années 2000. Ce qu'on voit sur ces données de cohorte française, on voit que 50% des patients atteints de maladie de Crohn seront exposés aux anti-TNF dans les 5 ans qui suivent le diagnostic, et environ 20% au cours de la rectocolite hémorragique. Ce sont des données de vraie vie, d'exposition en France à ces médicaments. Ce que l'on voit, c'est que ce sont des médicaments très efficaces. Ils ont quand même deux limites, comme tout médicament, il y a des limites. La première limite, possibilité d'échec primaire, c'est-à-dire de non-réponse aux anti-TNF. Bien évidemment, quand un anti-TNF n'est pas efficace immédiatement, le pourcentage de succès pour un deuxième anti-TNF est moins probable. Donc on aura plutôt tendance à changer de classe de traitement. En ce qui concerne l'échec secondaire, ça veut dire la perte de réponse chez un patient qui a bien répondu initialement à ce traitement. Il y a des taux variables, il est plus important pour l'infliximab. Le mécanisme d'action, c'est un mécanisme d'immunisation. Ce qui signifie, c'est que l'organisme produit des anticorps qui neutralisent le médicament et donc qui vont faire entraîner une élimination rapide du médicament. Et donc, on peut la mettre en évidence par le dosage de ces anticorps qui sont positifs et surtout le taux du médicament dans le sang qui est effondré, qui est bas. Et donc, la prévention de ce mécanisme d'immunisation, c'est l'utilisation d'immunosuppresseurs dans le début de ce traitement, dans les 6 à 12 mois initiaux de traitement, donc principalement l'éthiopurine ou éventuellement le méthotrexate. Donc les autres voies actuelles de traitement en cas d'échec des anti-TNF, comme je vous l'ai dit, donc la famille des bloqueurs d'intégrine. Le mécanisme d'action, c'est éviter que la migration des lymphocytes de la circulation sanguine vers l'intestin et qui vont entraîner la cascade inflammatoire. Et donc le vedolizumab anti-VIO, anticorps monoclonal alpha-4 bêta-7, qui a eu son autorisation de mise sur le marché en 2015 dans la rectocolite et dans la maladie de Crohn, donc par voie intraveineuse. Il y a d'autres molécules de la même famille qui ont le même mode d'action, qui sont en voie de développement. L'étrolizumab, qui bloque un anticorps anti-bêta-7, qui est par voie sous-cutanée en voie de développement en phase 3, c'est une phase avancée de traitement dans la maladie de Crohn. Et l'abrilumab, un anticorps aussi dans la rectocolite hémorragique par voie sous-cutanée, qui ne sont pas encore disponibles, ces deux dernières molécules, sur le marché, mais
ça va venir. En ce qui concerne un autre mode d'action, les anticorps ciblant d'autres cytokines inflammatoires, d'autres molécules inflammatoires à la voie de l'IL-23, l'ustekinumab, donc le Stelara, qui bloque la sous-unité de l'anticorps anti-interleukine 12, anti-interleukine 23, qui a obtenu son autorisation de mise sur le marché en 2017 dans le cadre de la maladie de Crohn, donc qui se fait une première injection par voie intraveineuse, puis un traitement d'entretien par voie sous-cutanée. Il y a des données plus récentes qui suggèrent une efficacité également dans la rectocolite hémorragique, donc une possible extension de l'utilisation dans la rectocolite hémorragique, les données récentes de 2018. Puis, toujours dans cette voie de l'interleukine 23, le risankizumab dans la maladie de Crohn. Si on s'intéresse à d'autres mécanismes d'action, alors ça c'est une grande nouveauté, les anti-JAK inhibiteurs. L'avantage de ces traitements, c'est que c'est des traitements par voie orale, en 2 prises quotidiennes. Pour faire simple, ces JAK inhibiteurs ont d'autres cibles d'action. Ils ciblent des protéines intracellulaires chez les lymphocytes et qui agissent en amont de la production des cytokines inflammatoires. On a différents traitements, notamment le tofacitinib qui inhibe plusieurs JAK kinases, 1, 2 et 3, qui a eu son autorisation de mise sur le marché dans la rectocolite hémorragique en 2018. Alors, il sera disponible sous peu pour des problèmes de disponibilité, de fixation de tarifs et autres, fin 2019, début 2020, dans le cadre de la rectocolite hémorragique. Toujours dans cette classe des JAK inhibiteurs, d'autres molécules en développement, le filgotinib qui cible spécifiquement le JAK1 dans la maladie de Crohn et l'upadacitinib, JAK1 dans la maladie de Crohn, toujours par voie orale. Les autres, il y a beaucoup d'autres molécules innovantes en voie de développement qui ont d'autres cibles. Je reviendrai principalement sur une classe thérapeutique qui cible les sphingolipides, notamment l'osanimod, par voie orale également, qui est un agoniste S1P, S1P1, S1P1,5. En fait, le principe, c'est un peu le même principe d'action. Le but, c'est éviter la migration des lymphocytes vers l'intestin et qui vont entraîner la cascade inflammatoire. Là, le but, c'est de les bloquer dans les ganglions lymphatiques. Et donc, il y a des études qui ont montré l'efficacité dans le cadre de la rectocolite hémorragique en phase 2 et la phase 3 est en cours. Dans la maladie de Crohn, il semble aussi qu'il y ait une efficacité de cette classe thérapeutique. Donc ça, ce sont d'autres voies d'action très prometteuses. Si on revient sur finalement un des acteurs importants que j'évoquais au début de présentation, le microbiote intestinal, et une des éventuelles interventions à ce niveau-là. On sait que donc, le microbiote intestinal, c'est tout un écosystème, plus de 10 puissance 14 bactéries dans la lumière intestinale, plus on a plus de bactéries que de cellules dans l'organisme qui ont des rôles métaboliques très importants. Au-delà des bactéries, il y a aussi des champignons, des parasites qui ont un effet positif, et notamment un rôle métabolique important dans le cadre de la fermentation de certaines fibres, le métabolisme et la déconjugaison des acides biliaires, la synthèse de vitamines, la détoxification de certains xénobiotiques. Et il y a un gros dialogue entre ce microbiote intestinal et les cellules immunitaires, un rôle d'immunomodulation. Au cours des maladies inflammatoires de l'intestin, on s'est rendu compte qu'il y avait une composition anormale qu'on appelle dysbiose de tout cet écosystème des micro-organismes, avec une diminution de la diversité des bactéries intestinales et surtout la restriction de certains groupes qui auraient un effet bénéfique anti-inflammatoire. Donc bien sûr, on s'est posé la question d'essayer d'agir là-dessus pour essayer de rétablir cet équilibre dans le but de diminuer l'inflammation intestinale. Donc il y a beaucoup d'éléments d'intervention, notamment les probiotiques que vous connaissez, qui ont montré des effets
dans certaines indications très limitées, notamment dans le cadre d'une inflammation, ce qu'on appelle une pouchite, dans le cadre de la rectocolite hémorragique qui a été opérée en cas d'inflammation du réservoir. Dans les autres situations, les probiotiques n'ont pour l'instant pas d'efficacité patente retrouvée, mais il y a une intervention, une nouvelle modalité d'action qui a pour but ce qu'on appelle la transplantation de microbiote fécal, qui vise à, de manière schématique, essayer de prélever du microbiote fécal bien équilibré avec des souches anti-inflammatoires chez un individu qui n'a pas de maladie inflammatoire de l'intestin et de la transférer à un patient qui a une maladie inflammatoire, notamment une rectocolite hémorragique. Le but étant de rétablir cet équilibre de cette flore intestinale. Pour l'instant, il y a eu de nombreuses, au moins 4 ou plus des essais randomisés dans la rectocolite hémorragique. Je les ai cités ici, et une revue de la littérature récente en 2018 qui montre une efficacité de cette transplantation de microbiote fécal. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des voies d'administration différentes de ce microbiote, soit au cours de coloscopie par délavement, soit par des sondes nasoduodénales. Cette administration peut être unique ou répétée, mais ce sont donc des données très intéressantes dans la rectocolite hémorragique. Il y a des essais en cours. Dans la maladie de Crohn également, ça pourrait être intéressant. Donc ça, il y a beaucoup de voies de recherche dans ce type d'intervention. Donc, pour conclure ma présentation avant de passer aux échanges et aux questions, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de nombreuses nouvelles cibles thérapeutiques qui sont très prometteuses dans le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc ça, c'est un message d'espoir vraiment très intéressant. Il faut avoir quand même conscience que ces traitements, pour l'instant, restent purement suspensifs en calmant l'inflammation, mais c'est des traitements à prendre au long cours. Les effets, bien sûr, comme tout nouveau traitement, on connaît les effets à court terme, mais les effets un peu plus à long terme, on est bien sûr très vigilant sur l'efficacité plus à long terme et puis les éventuels effets secondaires et risques à long terme. À l'avenir, on va vers principalement des traitements personnalisés selon des profils spécifiques de la maladie, des nouveaux marqueurs spécifiques de génétique, immunologique, afin vraiment d'adapter au mieux les traitements pour chaque forme de la maladie et puis bien sûr à chaque patient. Et puis on s'oriente bien sûr vers des combinaisons de traitements en ciblant des voies anti-inflammatoires qui sont activées chez certains patients et pour optimiser l'efficacité de ces traitements et bien sûr essayer de limiter les effets secondaires. Donc je vous remercie pour vos questions nombreuses auxquelles nous allons essayer d'échanger. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup, docteur Antoine Racine. Et en effet, il y a énormément de questions. Alors, on va essayer de débroussailler tout ça, mais peut-être il y a une question que je trouve intéressante et qui a un bon vote. C'est finalement, effectivement, il y a des nouveaux traitements. Ils sont en cours de commercialisation, en cours de négociation de prix, comme vous l'aviez dit, etc. Et on pose la question de savoir à quel moment on va pouvoir utiliser ces traitements. Est-ce que systématiquement, on va devoir utiliser ces traitements quand on sera en échec de tous les autres? Alors ça, bien sûr, c'est une question très intéressante. Alors à l'heure actuelle, dans le cadre de quand des nouveaux traitements sont disponibles, il y a une négociation pour savoir dans quelles situations très précises ils peuvent être utilisés, après échec des traitements déjà disponibles ou en première ligne. Bien évidemment, quand des nouveaux traitements sont disponibles, on a moins de recul sur la tolérance et les risques à long terme que les traitements index. En général, on s'oriente vers des traitements en cas d'échec des traitements déjà disponibles, notamment des anti-TNF qui restent des traitements de référence à l'heure actuelle. Alors justement, il y a pas mal de questions sur les effets secondaires des traitements, donc des traitements actuels et des nouveaux traitements. Et en effet, il y a des questions qui demandent si finalement on sait si les nouveaux traitements auront moins d'effets secondaires que les traitements actuels et notamment les anti-TNF.
Alors, bien sûr, c'est ce qu'on vise. On vise bien sûr l'efficacité et puis limiter les effets secondaires. Les essais cliniques sont parfois la taille des essais cliniques qui permettent l'obtention des médicaments, de l'autorisation de mise sur le marché, ne permettent pas toujours de retrouver des effets secondaires qui peuvent être rares ou qui surviennent à plus long terme. Le profil de tolérance des nouveaux traitements, notamment des anti-JAK, semble très favorable à l'heure actuelle, donc ça c'est très prometteur. Mais c'est vrai qu'il y a toujours le principe de précaution, notamment sur les effets à long terme. Mais pour l'instant, nous n'avons pas de signal péjoratif de ces nouveaux traitements à court terme. Alors justement, sur ces anti-JAK, donc il y a le tofacitinib pour la rectocolite hémorragique et le filgotinib pour la maladie de Crohn. Vous confirmez que le filgotinib ne fonctionne pas dans la rectocolite hémorragique? Les données actuelles montrent que dans l'immédiat, il n'y a pas d'efficacité suffisante. Après, comment dire, c'est sûr, le mécanisme, pourquoi ça? Déjà, le mécanisme d'action n'est pas le même. Le tofacitinib inhibe plusieurs anti-JAK, comme je l'ai présenté, le 1, le 2, le 3. Le tofacitinib, lui, est plus sélectif de JAK1. Ce qui expliquerait la différence d'action dans les maladies, dans la RCH et dans la maladie de Crohn. Il arrive, comme c'est le cas par exemple dans le l'ustekinumab, qu'on se rende compte a posteriori qu'un médicament qui avait une indication initiale peut quand même avoir une efficacité, donc on va suivre ça. Mais dans l'immédiat, en cas de rectocolite hémorragique, ce sera le tofacitinib. Alors, parlons de ces anti-JAK, puisqu'on va continuer sur ces anti-JAK. D'abord, ce sont des comprimés par voie orale, donc ça va être quand même assez révolutionnaire. Mais on attend quand même, c'est quand même du long terme, c'est-à-dire qu'on sait que le tofacitinib donc, est développé, est déjà commercialisé dans les rhumatismes inflammatoires. Là, il est en cours de négociation de prix et donc on n'attend pas ce médicament dans la rectocolite hémorragique avant fin 2019 et l'échéance est reculée de plus en plus. On attend vraiment ce médicament et les médecins, mais aussi et surtout les patients. Qu'est-ce que vous, en tant que médecin, vous imaginez que ce sera comme changement de pouvoir prendre un comprimé par voie orale pour sa maladie de Crohn ou sa rectocolite hémorragique, qui soient quand même des traitements puissants? C'est sûr que ça sera vraiment, les attentes sont énormes pour les patients. Même pour les médecins, un traitement oral pris au domicile, éviter les hospitalisations, les hôpitaux de jour, facilité d'action et de prise, y compris par rapport à une prise sous-cutanée. Non, les attentes sont très importantes. Il n'empêche bien sûr qu'il faudra un suivi de l'efficacité et bien sûr des effets secondaires, mais c'est vrai que ça permettra pour des patients qui sont actifs, travaillent, une plus grande praticabilité de ces prises de traitement. Donc nous, on attend beaucoup de choses, bien sûr, de ces prises par voie orale, bien évidemment. Ce qu'on voit là, ce qui est très positif, c'est quand même une profusion effectivement de médicaments avec des mécanismes d'action différents. C'est vrai qu'on a vu les diapos qui étaient peut-être un petit peu complexes, mais qui signifient la complexité en fait du système immunitaire et comment finalement on arrive de plus en plus à trouver des mécanismes d'action dans l'intestin. En réalité, il y a beaucoup de patients qui posent aussi des questions, en effet, sur plutôt des thérapies qui ne seraient pas non médicamenteuses, enfin en particulier la transplantation fécale, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très très important. Là, on a vu qu'il y avait un signal positif dans la rectocolite hémorragique. Qu'est-ce qu'on peut attendre à long terme de cette transplantation fécale? Le microbiote intestinal, c'est vraiment un nouvel acteur qu'on a découvert depuis quelques années, et c'est une cible vraiment très intéressante par des résultats obtenus. Éventuellement en combinaison avec d'autres traitements. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose de très prometteur. On a encore beaucoup de travail pour préciser les modalités d'administration, la fréquence d'administration, et puis
et puis comment l'articuler avec les autres traitements existants. C'est toujours un peu les difficultés de cette nouvelle voie de traitement, parce que les premiers signaux sont assez prometteurs, et puis la disponibilité pour les patients, on voit que ça prend du temps, comme les inhibiteurs de JAK et les autres traitements. Mais tout de même, c'est vraiment un concept totalement différent, une voie d'action totalement différente qui est très prometteuse. Et notamment, on peut imaginer également, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, d'autres facteurs, notamment alimentaires, nutritionnels, qui pourraient aussi rééquilibrer ce microbiote intestinal et augmenter, avoir une nouvelle arme thérapeutique pour les traitements via un mécanisme d'action différent. Oui, parce que en fait, il semblerait que pour être vraiment efficace, il faut avoir plusieurs mécanismes d'action en même temps. Donc, ça pourrait être un mécanisme sur le microbiote et puis en plus des traitements sur le système immunitaire digestif. Là, on a aussi des questions sur la neurostimulation vagale. Vous savez, c'est quelque chose qui est pratiqué en ce moment à Grenoble par le professeur Bonaz, qui est là aussi un axe un peu nouveau, intestin-cerveau. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de technique? Alors, l'intestin, le deuxième cerveau, ça bien évidemment, c'est quelque chose qui a eu bien démontré dans le cadre de différentes pathologies. Donc, la connexion entre le système neurologique, intestinal, le système nerveux central est très développée. Pour l'instant, dans le cadre des maladies inflammatoires de l'intestin spécifiquement, les données ne sont pas encore suffisantes, mais c'est une autre piste très intéressante, bien sûr. Ça, c'est plus du long terme. Hein, mais en tout cas, oui, mécanismes d'action différents, on est très ouvert à tout ça, c'est sûr, c'est sûr. J'en profite quand même pour vous donner la réponse à notre sondage, parce que je ne sais pas si vous parlez beaucoup des nouveautés thérapeutiques, en tout cas, qui sont en train d'être développées avec vos patients. Mais là, les personnes qui sont en ligne répondent qu'à 63%, ils n'en parlent pas avec leur gastro-entérologue. Donc, il y a un petit peu de travail là-dessus. Et j'en profite parce que j'ai une question sur quelque chose apparemment que vous n'avez pas abordé, mais parce que c'est vraiment très, très précoce. C'est l'ABX 464, Abivax. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est un essai, en fait, un essai clinique assez positif dans la rectocolite hémorragique. Alors, j'engage les personnes qui ont des questions sur l'ABX 464 à regarder la web TV de l'AFA, puisqu'on a en fait des news directes des congrès via la web TV de l'AFA sur effectivement les résultats d'Abivax en phase très précoce, en phase 2B sur 25 patients. Donc, c'était quand même pas non plus sur phase 2A sur 25 patients, c'était quand même pas forcément beaucoup de patients, mais il y a des essais cliniques en cours. Et à ce sujet, on pose la nouvelle question pour le sondage. Est-ce que vous allez souvent sur la web TV de l'AFA pour regarder les news des congrès et regarder un petit peu les traitements qui sont à l'étude de façon très précoce? Oui ou non? Alors, on a aussi d'autres questions en particulier sur le fait de dire quelle est la durée maximale finalement d'un traitement chez un patient et à quel moment on pourrait décider d'arrêter le traitement, quel qu'il soit, nouveau, pas nouveau. Vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Ça, c'est une question très importante qu'on essaie d'aborder très souvent avec les patients. Donc, comme on vous l'a expliqué, ces traitements sont purement suspensifs. Ça veut dire qu'ils traitent l'inflammation, mais à l'arrêt, il y a toujours un risque de rechute de cette maladie. Alors, on adapte bien sûr la durée des traitements au risque de rechute. On sait que le risque de rechute est bien sûr plus important quand la maladie, il y a encore des lésions de l'inflammation sur les différents examens, les endoscopies, les imageries, les IRM. Et aussi, on sait qu'il y a des situations qui sont très à risque de rechute, notamment les atteintes anopérinéales dans la maladie de Crohn, des atteintes sévères sténosantes, des atteintes étendues. Donc, c'est sûr que dans ces situations-là, on n'envisage pas d'arrêter le traitement puisque le risque à une rechute peut être catastrophique. Donc, on part sur des traitements longs de plusieurs années, 5 ans, et on sait qu'on essaie de monitorer le risque par ces différents examens. Il y a eu déjà plusieurs essais de tentatives d'arrêt
de ces traitements, mais c'est toujours du cas par cas en fonction de la durée des traitements, de la tolérance de ces traitements et bien sûr de la sévérité de la maladie. Voilà, c'est tout le temps à discuter au cas par cas et puis au résultat des examens. Mais on est parti pour minimum 5 ans. Quand un traitement fonctionne, on n'envisage pas l'arrêt, s'il est bien toléré, bien évidemment. Là, il y a pas mal de patients aussi qui voudraient savoir si tous les gastro-entérologues qui traitent des personnes qui sont atteintes de Mickey sont bien au courant et bien au fait des nouveautés thérapeutiques et de ce qui se passe en ce moment en termes d'études, de recherche sur les traitements. C'est sûr qu'il y a beaucoup de canaux d'information par les gastro-entérologues. Là, dans les prochains jours, nous avons notre congrès annuel de gastro-entérologie nationale où, bien sûr, toutes ces nouveautés sont abordées pour les gastro-entérologues, toutes les formations et les publications scientifiques. Oui, il y a une vaste diffusion des nouveautés médicales. Puis c'est vrai que l'échange avec le patient, moi, j'aime toujours en fin de consultation avoir une petite perspective un peu adaptée au patient, un peu pour qu'il y ait un peu des horizons adaptés à sa situation. Comment on va avancer, le traitement, est-ce qu'on va garder le même en fonction de quels résultats, quels examens, et puis toujours toucher 2 mots de si ça marche pas, quelles sont les solutions éventuelles. Toujours en 2 mots pour qu'il y ait toujours des perspectives et que voilà, on ait un horizon un peu plus dégagé, un peu plus long terme. Je pense que les confrères gastro-entérologues voilà, sont au courant quand même de ces nouveautés. Il y a une vaste communication là-dessus, hein, c'est sûr. Et en pratique, quand les nouveaux médicaments, par exemple, qui sont à l'étude, ne sont pas encore commercialisés, en pratique, comment on peut avoir un accès précoce à ces médicaments? Est-ce que le fait, par exemple, de faire partie d'études ou d'essais cliniques peut être, disons, une possibilité pour un patient d'accéder à des médicaments précoces? Alors, bien évidemment, ça c'est parfois un peu compliqué à bien comprendre. C'est le développement des médicaments qui est très très long, qui passe par différentes phases. Des phases chez l'animal, phase 1, où on voit un intérêt potentiel, une phase 2, où on essaie de déterminer la toxicité, les doses, dans un nombre très réduit de patients, et puis la phase 3, qui est la phase vraiment d'utilisation comme qu'on appelle l'essai clinique randomisé, où là on est en situation de vie réelle, avec on est inclus dans une étude, dans des centres qui participent aux études, souvent les centres universitaires, mais d'autres gastro-entérologues participent à ces études. En France, il y a bien sûr le groupe Je t'aide, notre société savante qui coordonne de nombreux essais et donc qui permet d'avoir accès à ces nouveaux traitements avant qu'ils soient vraiment mis sur le marché et disponibles à l'ensemble des patients. Et donc, dans ces situations, par contre, dans ces essais cliniques avancés, ce qu'on appelle de phase 3, il y a souvent des critères, ce qu'on appelle d'inclusion, d'entrée dans ces études qui sont relativement stricts et qui sont à échanger avec son médecin. Puisque avant de diffuser le médicament, on s'intéresse toujours à des populations particulières de patients. Voilà. Mais c'est vrai que dans le cas de ces essais cliniques, tout à fait, avant qu'ils soient diffusés, on peut avoir accès à ces traitements. C'est tout le côté un peu frustrant du développement du médicament, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de molécules qui sont prometteuses en phase 1 ou en phase 2 ne seront jamais finalement disponibles, parce que sur une utilisation plus large, on se rend compte d'inefficacité ou d'effets qui sont moins prometteurs que dans une phase de développement précoce, puis d'éventuelles toxicités. Et donc, c'est vrai que entre les premiers signaux qui sont assez prometteurs pour les médecins et les patients et l'utilisation en vie quotidienne, le délai est long. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut être toujours prudent sur des développements de traitement en phase 2, hein, parce que c'est ce qui s'est passé notamment pour le Morgansen, hein, qui était un traitement qui avait eu des résultats très positifs et puis qui a complètement échoué en phase 3, et ça a été quand même
ça a été un peu l'horreur de l'échec de ce traitement. Donc il faut faire attention et essayer d'attendre un petit peu qu'il y ait plus de développement de ces traitements. Je reviens quand même à la durée maximale parce qu'on a dit, on a parlé de l'arrêt des traitements, mais je reviens à la durée maximale parce qu'il y a des gens qui prennent des anti-TNF, par exemple depuis 15 ans. Là, je vois quelqu'un qui prend des anti-TNF depuis 15 ans. C'est quoi les effets secondaires ou est-ce qu'on peut craindre à long terme d'avoir des effets secondaires à long terme de prendre du Rémicade pendant longtemps et est-ce qu'on a déjà du recul là-dessus? Est-ce qu'on a du recul aussi sur Rémicade et Immurel en même temps? Vous pourriez nous éclairer là-dessus? Alors, bon, bien évidemment, il y a eu des vastes études puisqu'on a ces traitements depuis les années 2000 de disponibles, les anti-TNF. Donc, nous sommes en 2019, 19 ans plus tard. Donc, des études en vie courante. Donc, on voit que ces traitements sont globalement bien tolérés. On est très vigilant, bien sûr, sur les risques de néoplasie, de tumeurs qui peuvent survenir et donc qui nécessitent un dépistage précoce, un suivi régulier, notamment les lésions cutanées, les mélanomes et autres. Il y a eu une large cohorte française qui a montré ce surrisque qui reste modéré, mais qui est à connaître. Et donc, tous les gastro-entérologues, il y a une vaste communication à ce sujet-là. En ce qui concerne la combinaison des deux traitements, notamment des immunosuppresseurs, l'azatioprine, l'Immurel, et un autre anti-TNF, c'est vrai qu'il semble que ce surrisque est encore plus important lorsqu'il y a une combinaison de traitements. Dans des situations standards, si la maladie le permet, on essaie de limiter la durée d'exposition. Mais bien évidemment, il y a certaines situations qui ne permettent pas de limiter, d'arrêter notamment l'Immurel. On est obligé de le poursuivre. Mais pour répondre à la question précisément, des anti-TNF pris pendant 10-15 ans, c'est tout à fait faisable et tout à fait nécessaire parfois, au titre d'une surveillance clinique, notamment dermatologique annuelle et un examen médical. C'est pour ça que même des patients qui vont bien sous traitement, ils sont examinés très régulièrement par le gastro-entérologue et par leur médecin traitant. On est très vigilant au moindre signe d'alerte. Mais oui, ça se fait tout à fait et la maladie le requiert parfois. Donc finalement, au-delà des traitements, je voulais quand même essayer de parler au moins dans les 5 prochaines minutes de ce qui ne serait pas médicamenteux et qui pourrait quand même faire du bien aux patients. Alors, la question effectivement de l'alimentation, on va peut-être y revenir et effectivement, il y a quelques études à l'heure actuelle qui démontrent que en modifiant quelque peu son alimentation, on arrive quand même à améliorer la maladie. Et puis il y avait autre chose, puisque j'ai vu plusieurs sujets, plusieurs questions à ce sujet, la question des thérapies complémentaires, en particulier de la relaxation, de l'activité physique ou d'autres types de thérapies complémentaires qui pourraient aussi améliorer et qui quelque part ont aussi un aspect, nouveau ou en tout cas qui peut être intéressant dans la maladie. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Toutes les armes thérapeutiques sont à prendre dans des maladies chroniques qui, source d'inconfort, de fatigue, de douleur. Tous ces éléments sont à prendre en compte. Ce d'autant plus, comme on l'a dit, l'intestin deuxième cerveau est très sensible à ces éléments. On sait que très souvent associé à la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, il y a un syndrome de l'intestin irritable, et donc qui est très sensible à des exercices physiques réguliers, bien sûr adaptés à l'état de fatigue, adaptés au traitement aux complications, mais ça c'est tout à fait essentiel. La relaxation, bien évidemment, toutes les mesures complémentaires sont bénéfiques et à prendre en compte en association avec les traitements, puisqu'à l'heure actuelle, ces mesures seules n'ont pas démontré d'efficacité seule. Mais on est tout à fait d'accord que c'est essentiel dans ces maladies qui sont source de symptômes très, très gênants. Et oui, toutes les armes sont bonnes à prendre. Et donc sur la modification, par exemple, du microbiote et la question de l'alimentation, vous pourriez dire quelque chose là-dessus ou pas? Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Puis c'est une piste notamment source de publication et de communication récente.
On sait que notamment chez l'enfant, on utilise des produits de nutrition spécifiques qui permettent de rééquilibrer le microbiote intestinal. Et donc, il y a certains essais en cours qui montreraient que le fait d'éviter certains aliments en complément de cette nutrition orale pourrait permettre de rééquilibrer le microbiote, diminuer l'inflammation intestinale, améliorer l'inflammation de l'intestin. Ça a été bien montré chez l'enfant. Et donc ça, oui, c'est une piste intéressante chez l'adulte. On va suivre ça de près et ça, en effet, c'est très, très prometteur. Alors, bon, il y a quand même des questions qui sont pas vraiment autour des traitements, mais en fait, les traitements posent toujours la question de se dire, bon, on connaît bien maintenant, voilà, ce qui se passe dans le système immunitaire, les mécanismes d'action de cette maladie, etc. Mais on n'a toujours que des traitements suspensifs. Est-ce qu'il y a un moment ou un autre, on va connaître enfin la possibilité de guérir de façon définitive ces deux maladies que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, en connaissant bien, en expliquant bien comment elles fonctionnent. C'est sûr que on a fait beaucoup de progrès déjà depuis les années 2000 avec les anti-TNF. On voit qu'entre 19 ans, on a toutes les voies thérapeutiques qui ont été découvertes, développées. Donc le chemin, on voit en peu de temps tout ce qu'on a mis en évidence. Donc oui, il y a toujours cette possibilité-là. Sachant qu'on pense que ces mécanismes d'inflammation surviennent donc chez des patients qui ont une prédisposition génétique, un facteur d'environnement qui viendrait faire un déséquilibre chez des patients prédisposés. Si on arrive à identifier des facteurs d'environnement qui seraient causaux ou au moins aggravants, si on pouvait jouer là-dessus, oui, c'est une piste intéressante, importante. Il y a beaucoup d'études, ce qu'on appelle épidémiologiques, sur étudier les facteurs d'environnement qui seraient causaux. Mais bien sûr, ils sont très difficiles à mettre en évidence par des études statistiques, épidémiologiques. Mais quand on voit, comment dire, les progrès réalisés en 19 ans dans les traitements, et donc voilà, la route est longue, mais il y a beaucoup de promesses. Donc oui, c'est ce qu'on espère. Oui, alors d'autant que finalement, vous dites en 19 ans, c'est vrai qu'à la fin des années 90, il y avait eu les anti-TNF, mais pendant 10 ans, on a vécu avec les anti-TNF. C'est surtout pendant ces 10 dernières années que les choses ont beaucoup, beaucoup bougé. Donc, en 10 ans, énormément de nouveautés, de nouveaux médicaments, de nouveaux mécanismes d'action. Donc ça, c'est l'espoir, en fait. Hein. Et que finalement, l'idée, ce serait quoi? D'endormir de façon efficace ces maladies, ce serait déjà vraiment très, très bien. J'en profite pour vous dire que il faut que vous nous suiviez, en fait, hein, sur la Web TV de la FA, parce que selon notre sondage, vous êtes seulement 40% à suivre les retours des congrès sur la Web TV de la FA. Et ça, c'est pas très bien, hein, parce que il y a des vidéos très intéressantes avec tous les experts français qui viennent au congrès et qui au sortir des communications parlent un petit peu des nouveautés qu'ils ont vues. Donc je pense que c'est vraiment important. En quoi finalement c'est important? Vous pensez que c'est important pour vous que les malades s'impliquent aussi dans la connaissance sur les nouveaux traitements, parce que quelque part ils peuvent être aussi, je sais pas, ils peuvent aussi un peu être moteurs. Exactement. Je trouvais pas le terme moteur pour leur traitement. Bien évidemment, le choix d'un traitement, c'est toujours lié à des données médicales et puis des données individuelles du patient, son mode de vie, son mode, notamment des choses assez simples, la voie intraveineuse, la voie sous-cutanée, pour des patients qui sont à l'étranger, qui ont des obligations professionnelles ou autres. Puis le choix du traitement, certains patients disent non, je ne veux pas prendre tel risque lié à ce traitement. Donc c'est un échange. Le choix d'un traitement. Et puis aussi, on est convaincu que l'adhésion au traitement, le fait que le patient soit moteur dans son traitement, ça aura un effet bénéfique sur l'efficacité du traitement, la gestion d'éventuels effets secondaires et tout ça, cette relation patient, médecin, autres intervenants, tout ça doit faire une alliance pour qu'on améliore la maladie et ça, c'est essentiel, ça c'est sûr.
Très bien, merci beaucoup de toutes vos réponses, docteur Racine. On parlait de l'alimentation, donc j'en profite pour dire que le prochain direct de la phare, c'est sur l'alimentation, et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de gens qui seront intéressés de connaître un petit peu mieux la question de l'alimentation et des facteurs alimentaires dans les Mickey. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Ce sera pas moi, ce sera Éric Balès qui modérera cette table ronde avec le professeur Xavier Buterne, et ce sera à Nice, au CHU de Nice. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, merci.